Bonjour à tous et bienvenue dans Prestige, le concept innovant qui rend la formation attrayante et passionnante. Alors aujourd'hui, on est de retour à Rabastens de Bigorre où on va interviewer Stani Ledieu. Stani Ledieu qui est un expert de renom dans les domaines de la sécurité et de la sûreté et des arts équestres. Son parcours professionnel riche et varié témoigne d'une maîtrise exceptionnelle dans de nombreux domaines. On va en parler dans pas longtemps. En attendant, n'hésitez pas à cliquer et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Stani, bonjour. Bonjour Alex. Merci de me recevoir. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais? Ce que je fais. Alors, je suis juriste et criminologue de formation. J'ai un parcours dans les fonctions publiques sur 25 ans plus ou moins, cumulé avec aussi un parcours dans le privé avec des sociétés de consultance en sûreté. Donc aujourd'hui, c'est une de mes spécialités, c'est la consultance en sûreté, donc par rapport à la prévention de tous les actes intentionnels. Donc on n'est pas dans l'accidentel, on n'est pas dans la sécurité, c'est bien la différence entre security et safety en anglais, donc la prévention de tout ce qui est intentionnel. D'accord. Donc tu as ta propre société, si je comprends bien. Alors, j'ai aujourd'hui ici en France ma propre société qui est, j'ai envie de dire, un genre de copier-coller de la société que j'avais en Belgique pendant une quinzaine d'années. D'accord. Donc tu travailles aussi en Belgique parallèlement? Et je travaille toujours en Belgique aujourd'hui dans le cadre de marchés publics ou pour certaines institutions publiques principalement, puisque c'est un, j'ai envie de dire, c'est un portefeuille client que j'ai gardé depuis très longtemps en ayant travaillé pour plusieurs gouvernements, en ayant travaillé pour des institutions internationales comme la présidence du Conseil de l'Union européenne ou l'OTAN ou différentes ambassades aussi. Okay. Donc je garde pour l'instant cette clientèle-là, puisque la sûreté est quelque chose qui parle un petit peu moins ici en France en général. Ça commence, mais c'est vrai que c'est un peu... Ouais. En tout plus, cas, plus en Belgique, donc j'imagine. Oui, plus en Belgique, Plus en Belgique. c'est moins valorisé, mais en tout cas, je pense que c'est régional en France. Ça dépend des régions. D'accord. Étant installé ici dans le sud-ouest, je pense que c'est quelque chose qui les touche un peu moins que dans d'autres parties, peut-être si on est par exemple en Île-de-France. D'accord. Donc quand tu dis sûreté, concrètement, ce serait quoi? Alors, la gestion de protocoles de sécurité, on a des entreprises qui sont sensibles. Si je prends des entreprises ou des institutions qui doivent parfois se prémunir d'un certain nombre d'actes de malveillance, d'actes de sabotage, de terrorisme, par exemple. D'accord. Bien souvent qui peuvent être aussi liés à des problèmes internes ou d'anciens collaborateurs, parce que c'est une réalité. Donc ça peut être en interne. Oui, on a quand même, dans différents profils criminels, puisque moi je suis un ancien de la crime à la police judiciaire, on sait que 80% des auteurs se situent dans les familiers, ce qu'on appelle les familiers, qui peuvent être les voisins, des collègues de travail, des membres de la famille. 80%. Oui, 80% des auteurs généralement font partie de ces familiers. Et quand on a des soucis dans des entreprises, dans des institutions, on peut, je dirais presque avec les années maintenant, je garderai parfois, en tout cas, dans un sens plus élargi, mais le même type de proportion. Si on regarde les attentats de Zaventem, j'étais ce jour-là en examen, j'organisais des examens pour l'OTAN, pour une des agences de l'OTAN, le jour des examens à Zaventem, des attentats de Zaventem, 3 auteurs à Zaventem, 2 auteurs avaient travaillé à Zaventem. Ah oui, effectivement. Voilà. D'accord. Quand j'ai dû travailler sur différents protocoles et audits de sûreté en prévention du terrorisme, je me souviens d'avoir été contacté par une entreprise qui avait des intérêts à la fois nippons et anglais, qui se trouvait dans un gros centre d'affaires dont je ne citerai pas le nom en Belgique, mais qui est très très connu, qui se demandaient si finalement leur société était à risque. Alors eux ne l'étaient pas en tant que tels. Par contre, j'ai effectivement procédé à une analyse des lieux et des autres occupants du centre d'affaires. Et là, on avait effectivement
3 bureaux d'avocats, dont 2 bureaux d'avocats qui avaient des dossiers qui étaient un peu délicats au niveau international, donc qui pouvaient aussi s'attirer quelques soucis. Une agence, un organisme public lié, j'ai envie de dire, à des notions d'accueil d'immigrés, qui étaient là purement pour des aspects administratifs, mais qui pouvaient créer souci. J'avais aussi une des agences de Disney qui était là, et donc, qui dit américain dit aussi potentiellement des risques. Et finalement, dans ce grand centre d'affaires, qui n'était pas très loin de Molenbeek, aujourd'hui que tous les Français connaissent, cette commune de Molenbeek, eh bien, on avait énormément de gens d'origine allochtone, marocaine pour ne pas les citer, puisqu'on a une très grosse communauté marocaine en Belgique, qui travaillaient sur ce site. Voilà. Et donc, avec toute une série d'éléments, évidemment, j'ai aussi expliqué qu'aujourd'hui, et on le voit dans des attaques terroristes sur des écoles, etc., généralement, les endroits ne sont pas choisis au hasard. C'est-à-dire que la plupart des auteurs vont se diriger vers des endroits qu'ils ont déjà eu l'occasion de connaître, de côtoyer, soit parce que c'est proche de leur quartier, soit on le voit parfois avec certains terroristes qui reviennent commettre une attaque au couteau, peu importe, mais dans des établissements scolaires qu'ils ont anciennement fréquentés. Donc, tu vois que quelque part, c'est familier, au sens large du terme, voilà, amène à des analyses et à des conclusions qui peuvent, à un moment, c'est jamais au hasard, c'est jamais toujours prémédité, analysé en amont, quoi. Alors, souvent. L'isolé qui, le soir, à un moment, prête allégeance, je ne sais quoi, peu importe, dans sa chambre, quand il a effectivement la résolution criminelle du passage à l'acte, il lui faut sa cible. Et donc, généralement, ces cibles ne peuvent pas être choisies au hasard, puisqu'il y a quand même un moment une volonté chez chacun de réussir. Alors, ils sont effectivement envahis de plein d'émotions, de sentiments, etc., entre la peur, etc. Donc, certains cèdent même parfois de produits, on l'avait vu avec Charlie Hebdo, pour se donner un peu le cran nécessaire pour y aller. Mais les endroits sont rarement choisis au hasard. C'est-à-dire qu'il y a une raison, il y a eu quelque chose dans le parcours de l'individu, que ce soit même dans un parc, ça peut être un parc qui est généralement pas très loin alors de son domicile, qu'il a fréquenté, etc. On l'a vu avec des attaques qui se sont passées aussi dans des lieux publics. D'accord. Donc, en fait, ça demande une analyse un petit peu contextuelle parfois, un peu plus large. Mais il faut s'intéresser, je pense que quand on veut faire correctement de la prévention sur ces actes intentionnels, alors, si on parle juste des actes terroristes, il faut vraiment à un moment s'intéresser au profil potentiel des auteurs qui peuvent à un moment commettre ce genre de passage à l'acte. Donc ça demande aussi parfois cette capacité de projection, de transfert, de se mettre quelque part dans la peau de l'auteur. Voilà. Oui, donc c'est comme une forme d'empathie en fait. Faut se mettre un peu à la place aussi de l'auteur pour comprendre comment il réfléchit, comment il pense, comment il... Alors, oui, je pense qu'il faut avoir parfois ce côté un peu tortueux, pour ne pas dire tordu. Mais ça s'acquiert avec le temps, ça s'acquiert en s'intéressant au profil de personnalité. Pour avoir des analyses qui étaient pertinentes, j'ai repris à un moment des analyses sur tout ce qui avait été commis en termes d'attentats. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vois un attentat qui se passe dans un pays souvent occidental, alors je regarde comment les choses se sont opérées, mais je m'intéresse aussi à la personnalité de l'auteur. C'est-à-dire que les semaines qui suivent m'intéressent sur les renseignements qu'on peut obtenir sur les auteurs, qui viennent souvent confirmer, me conforter dans, aujourd'hui, j'ai envie de dire, des fondamentaux que j'utilise dans mes recommandations et dans les analyses que je peux faire aussi de certaines situations. Donc c'est vrai que je sais, parce que voilà, j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, j'ai une approche donc qui est assez originale, alors je dirais quand même avec une certaine humilité, mais qui est juste finalement, parce que c'est pas aussi simple que de mettre en place des protocoles, mettre tout un tas de dispositifs, de vouloir blinder des trucs, de monter des murs, enfin, de faire des châteaux forts. On a passé cette époque-là. Aujourd'hui, les gens sont plus dans un esprit d'ouverture, d'accueil, etc., que ce soit les entreprises ou les institutions publiques, finalement. Donc, il faut garder ces lieux accueillants. Il ne faut pas voir le mal non plus partout. Moi, je suis
un petit peu en prenant les proportions de la loi de Pareto, 24 heures, je dis c'est 80% d'organisationnel pour 20% finalement de mesures qui sont parfois techniques, technologiques. On ne va même pas parler d'architectural, parce que qui dit architectural dit de changer parfois des façades de bâtiments, des choses, ce sont des budgets, enfin voilà. Après, l'organisationnel est parfois compliqué, donc là aussi j'ai des approches particulières que je pratique au sein d'entreprises, c'est-à-dire que je mets le différents niveaux de collaborateurs et je viens parfois leur faire prendre conscience de choses qu'ils devraient connaître dans leur entreprise et qu'ils ignorent finalement. Parce que quand on vient travailler, bon, on a ses préoccupations sur ses dossiers, sur ses fonctions, sur son job description finalement, en oubliant toute une partie des choses. Et finalement, chacun est acteur de sa propre sécurité, mais aussi de la sécurité collective. Voilà. Tenant compte du fait qu'on n'a pas tous la même personnalité. Hein. Donc à un moment, je dois aussi, au même titre que quand je les prends sur des informations ou quoi, je sais que je m'adresse à un moment à des gens qui sont auditifs, qui sont visuels, qui sont kinesthésiques, et donc dans ma manière de les approcher dans la didactique, je dois aussi utiliser, par exemple, m'adapter, voilà, systématiquement, je vais travailler avec des PowerPoint, ils vont avoir des écrits, hein, voilà, j'ai un jeu d'acteurs, les canaux qui te permettent j'ai un jeu d'acteurs dans la manière de dispenser la formation, parce que je sais qu'à un moment, je vais aller chercher toute une partie du public. Alors, chacun n'est pas que visuel ou auditif, etc. On a un peu de tout. Mais on a quand même à un moment quelque chose qui est, j'ai envie de dire, prépondérant dans notre manière de capter, par exemple, dans l'information. Donc, après, il y a le travail avec, j'ai envie de dire, les préposés des institutions ou des entreprises pour aller, justement, rebondir, parce que souvent, on donne des infos, et qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est-à-dire, à un moment, quand est-ce qu'on vient reformuler, quand est-ce qu'on est redondant, quand est-ce qu'on fait du recyclage, hein, du refresh, quelque part, et puis comment est-ce qu'on met tout ça à l'épreuve? Quand est-ce qu'on évalue tout ça? Et avec quel outil? Voilà. Sûr. Donc, pas mal de choses finalement. Oui, tout à fait. Tu parlais de rebondir justement, donc je vais rebondir sur quelque chose de très intéressant par rapport à ce que tu as dit, le côté kinesthésique, visuel, auditif, etc. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses qu'aujourd'hui, qu'il faut utiliser davantage dans le monde entrepreneurial, autre que la sûreté, hein. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un chef d'entreprise, un manager, un cadre, peu importe, doit avoir ses outils, doit au moins avoir ses connaissances pour ses collaborateurs, pour ses salariés, pour optimiser? Je peux te confirmer que sur les années d'expérience que j'ai, tant dans des institutions publiques que des entreprises, souvent c'est ce manque de compétences, de connaissances, de managers, de chefs de service, etc., qui crée des soucis au quotidien dans les entreprises ou les institutions, parce que tout repose souvent sur cette notion de management, même aujourd'hui dans les institutions publiques, hein, dans les services publics, hein, les services au public ou pour le public, ben, on parle quand même beaucoup plus de management qu'autre chose, même dans les services de police. Hein, pas en France, mais en Belgique par exemple, on parle aujourd'hui de l'entreprise police. Quand on recrute un candidat, hein, quand on est là avec un commissaire, un psychologue, etc., on demande au candidat qu'est-ce qui vous motive à incorporer l'entreprise police. Donc à un moment, même des commissaires se mettent dans des positions de manager, de directeur, tu vois. Et donc, ça demande pour moi, effectivement, c'est nécessaire pour dire de pouvoir à un moment driver correctement des équipes, mener à bien des projets. Si on ne connaît pas un certain nombre de profils psychologiques, parce que bon, là on a cité, mais il y en a beaucoup d'autres. La problématique aussi liée à la frustration des individus. Qu'est-ce qui génère la frustration, hein? Parce que la frustration reste un des premiers motifs. Il y a 5 grands motifs d'agression au sens large, hein, de l'agressivité verbale, qu'elle soit en criant sur quelqu'un, en l'insultant, par ironie, causticité, peu importe, jusqu'à une agression physique avec un passage à l'acte violent. Il n'y a que 5 motifs d'agression. Mais le premier, le roi de ces motifs, c'est la frustration. C'est la frustration. Et la frustration, on est effectivement tous confrontés, bon an, mal an, 10 fois, 20 fois. Voilà, je suis arrêté à un feu, je ne réagis pas assez vite parce que j'ai mes pensées ailleurs, parce que j'ai géré un texto que je n'aurais pas dû gérer. Je me fais déjà klaxonner parce que celui qui est derrière s'attend à quelque chose qu'il n'obtient pas. Le feu est vert, je devrais avancer, je n'ai pas avancé dans l'immédiateté. Je crée de la frustration. Alors, selon la manière dont moi je vais le gérer, ça en restera là. Si je m'excuse, si je fais un petit signe, voilà.
Si je commence à mettre la main comme ça, je risque de me faire voir avec une queue de poisson devant, etc. Et ça risque de dégénérer. Parce que ça peut dégénérer aujourd'hui pour pas grand-chose. Les mentalités ont changé. Le Covid n'a rien amené de positif dans certaines mentalités. Donc ça aussi, il faut le gérer, c'est une réalité. Je pense que j'ai des manières d'aborder certains sujets aujourd'hui dans des entreprises qui ont varié depuis le Covid. Puisqu'il y a une réalité entre, j'ai envie de dire, des perceptions qui sont différentes. Les gens sont aussi aujourd'hui, je pense, beaucoup d'individus se sont tournés vers des notions, j'ai envie de dire, plus personnelles. L'épanouissement, le travail est devenu, oui, quelque chose qui permet de gagner sa vie, oui. Et plus forcément une priorité. J'ai des jeunes aujourd'hui, des jeunes ingénieurs, j'ai été confronté à ça il n'y a pas très longtemps, où la première chose qu'ils faisaient en négociant un nouveau job, parce qu'on leur offre en permanence de nouveaux jobs, c'est d'abord un moment, qu'est-ce que j'aurai éventuellement comme jour de congé, comme avantage par rapport à ça. Ils n'ont pas forcément envie de faire 60 heures semaine dans l'entreprise. Ouais, pas comme avant en tout cas. Pas comme avant, effectivement. Et donc c'est une réalité dont il faut tenir compte aussi quand on donne certains outils, certaines clés à un manager, ben, c'est une réalité. Donc il doit aussi à un moment être en capacité d'identifier dans ses équipes les gens qui ont certains objectifs qui sont plus carriéristes, plus ambitieux, que des gens qui finalement sont prêts à faire leur job de manière consciencieuse, avec probité, etc., avec rigueur, mais qu'à un moment ne feront pas davantage que, oui, quelques heures, et encore, si elles sont valorisées, voilà, parce qu'ils se sont rendus compte, avec le Covid, qu'il y avait une réalité en dehors, et qu'il y avait des valeurs parfois qui étaient plus importantes en dehors du travail. Comme des prises de conscience, finalement. Exactement, exactement. Oui. Ah oui. Et ça, c'est aussi au rôle du manager, comme tu dis, de capter ça et de s'adapter aussi. Je constate souvent que une des choses qui a beaucoup changé dans certaines entreprises, c'est que finalement on s'est dit, OK, on met en place du télétravail. Ce qui pose problème. Aujourd'hui, on se dit déjà, mais comment on contrôle ce télétravail? Parce qu'il y a effectivement des abus, on le sait, on s'en doute, mais ce n'était pas le seul changement consécutif au Covid. Voilà, il y a ces changements de mentalité, il y a le fait où, c'est vrai que je pense que depuis la fin du XXe siècle, contrairement peut-être à nos parents, grands-parents, on ne fera plus une carrière complète dans une même entreprise, voire même dans un même métier. Dans un même métier. On peut changer carrément de métier. Le Covid a certainement encore renforcé cette manière de fonctionner. Voilà. Et donc c'est vrai qu'à un moment, pouvoir parfois identifier certaines caractéristiques de personnalité, voir quelle est la couleur du profil avec lequel on travaille, est certainement un atout pour un chef d'entreprise. Oui, carrément. On a sur un prochain séminaire, justement, on a une intervention sur les couleurs, justement, par rapport au profil, etc. Et on voudrait sensibiliser, justement, les personnes qui seront là à ces couleurs, à ces profils, pour optimiser, justement, on va dire, l'optimisation de l'entreprise, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Il y a différents modèles qui existent, que ce soit en process-com ou quoi. Enfin, il y a différents sujets. Pour avoir, à un moment, été initié à toute une série de ces modèles, on se rend compte parfois qu'il y a du chevauchement. Ce n'est pas toujours très simple, j'ai envie de dire, d'enfermer des gens. Il y a des couleurs dominantes. Voilà, comme on disait, avec les auditifs, les kinesthésiques, il y a des couleurs dominantes. Mais il y a aussi un peu de variante. Ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, voilà. Et donc, ça demande un peu de pratique, mais je vois que parfois même des managers, des chefs d'entreprise sont tellement aussi le nez dans le guidon, à fonctionner avec des œillères, qu'il y a plein de choses qui leur échappent. Donc, alors, allez proposer en tout cas des modules comme ceux-là qui sont personnalisés, parce que je pense que la bonne manière de fonctionner, alors pour avoir aussi suivi beaucoup de formations, et parce que j'ai la chance que les gouvernements m'ont aussi financé pas mal de formations, c'est que parfois on a des formations qui sont trop généralistes, trop bateaux. Prenons par exemple les classiques, gestion de l'agressivité, gestion de conflits, communication. C'est tellement bateau. Même si on s'adresse à une même entreprise, moi je l'ai vu notamment dans des institutions ou des entreprises, finalement on a des gens qui viennent de différents services, dont les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Que
que ce soit en matière de technique de communication, que ce soit en gestion d'agressivité, c'est pas du tout la même chose. Un manager n'a pas à gérer le même type d'agressivité, peut-être qu'un collaborateur qui est à l'accueil de l'entreprise, voilà, ou qu'un collaborateur qui est en déplacement permanent, que ce soit un commercial, un technicien, qui est principalement sur la route, alors qu'il va à la fois être confronté à l'agressivité d'autres usagers de la route, mais également à l'agressivité de clients, chez lesquels il se rend. Donc voilà. Donc du coup, faire parfois des groupes, parce qu'on ne peut pas vider tout un service, parce qu'il faut garder, on va en prendre 2 là-bas, etc., c'est compliqué. Je pense que souvent, malheureusement, le chef d'entreprise ou fonctionne parce qu'il y a des formations qui sont obligatoires et veut limiter ses budgets. Et donc, ce n'est pas un bon calcul parce que finalement, la rentabilité de son investissement ne sera pas optimalisée. Donc ça, je pense qu'à un moment, il faut revoir, il faut travailler ou sur des plus petits modules ou avoir la possibilité de se dire, OK, aujourd'hui, au même titre que je ferai un team building, je ferme la boîte, on organise un truc, on fait un repas, peut-être qu'en fin d'après-midi, le manager organise un drink, enfin voilà, un petit mot avec ses équipes, mais il vaut mieux parfois fonctionner comme ça, ce qui permet aussi, alors à ce moment-là, aux intervenants que nous sommes, de pouvoir réaliser un module avec un contenu qui sera réellement dédié et sur mesure. Moi, arriver dans une entreprise, j'ai déjà eu des demandes comme celle-là des dizaines de fois, et comprendre qu'on va me donner, qu'on va me dédier des personnes de différents services, ça ne m'intéresse pas. Je vais reproduire quelque chose de bateau, et des formateurs qui donnent des techniques de communication comme celle-là, ben, il y en a 3000 en France, il y en a 1000 en Belgique, enfin voilà. J'ai envie de dire, ça ne demande pas de grands talents. Par contre, avoir la possibilité, et ça étonne parfois dans des institutions, des entreprises, où on travaille, on arrive à obtenir l'écoute, parce qu'il faut l'argumenter, il faut l'expliquer aussi à ses décideurs, à ses acheteurs parfois, que ce soit public ou privé, de la pertinence où finalement l'investissement sera bien plus économique dans du long terme que de se dire on travaille sur des groupes mixtes. Et à ce moment-là, ce que j'essaye moi en tout cas d'obtenir, et ce n'est pas forcément ça qui coûte cher, c'est d'avoir du temps d'aller parfois sonder des personnes. Parce que souvent, et c'est problématique, pas mal de responsables de services, de managers, ont une représentation de ce qui se passe dans leur boutique qui n'est pas forcément tout à fait en phase avec la réalité de toute la vie de la boutique. Donc, souvent, ça les étonne quand moi je demande à pouvoir aller rencontrer des gens, alors en fonction de ce qui sera fait, de l'objectif, mais qui sont à différents échelons de l'entreprise ou de l'institution. Passer un peu de temps, on limite, on ne va pas prendre une semaine pour faire ça, mais avec quelques questions pertinentes. Et là, je pense qu'avec les années, j'ai réussi à développer une manière de poser les questions qui permet d'aller finalement assez vite en ligne droite et d'obtenir les bonnes informations, de faire des contenus qui sont tout à fait adaptés. Adaptés, ouais. C'est important. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de cette insécurité au travail. On a l'impression que les gens sont de plus en plus agressifs. On entend dans les institutions, etc., des agressions verbales, des agressions physiques. On a vraiment l'impression que les gens ne sont pas encore informés de comment gérer un individu, comment gérer un profil, justement. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors, j'ai déjà envie de te dire, Alex, qu'on paye déjà les conséquences de décisions de nos députés européens, puisqu'en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une directive qui date de 2000, qui a institutionnalisé, si tu veux, la qualité dans les services publics. C'est-à-dire qu'en Belgique, par exemple, on appelait avant, comme en France, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, etc. On a vu même un changement de dénomination des ministères qui sont devenus des SPF, Service public fédéral. Et donc aujourd'hui, le citoyen est devenu un client. Cette directive a été de se dire, ces députés européens, certainement comme nos grands-parents, avaient aussi ces croyances, ces représentations que le fonctionnaire était un gars peut-être pas très sympathique, qui ne bossait pas énormément, etc. Voilà. Et il fallait amener de la qualité. Ils se sont basés sur le modèle japonais, Toyota. Tu imagines d'avoir été chercher un modèle nippon, privé, pour le transposer au secteur public. Et donc, on a changé. La notion d'entreprise, police dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est, aujourd'hui, le citoyen est devenu un client. Comment gère-t-on la plainte du client? Comment amène-t-on, d'ailleurs on le voit les petites affichettes,
dans les bureaux de Ouais. poste. Voilà. Ouais. Comment on va gérer à un moment, quelque part, la satisfaction, la plainte du client. Oui. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses. On a donc laissé entrevoir aux citoyens qu'il avait des droits. On a créé des services de plainte, de médiation. Aujourd'hui, tu as des milliers de plaintes annuelles, par exemple, au comité P, qui est le comité de contrôle des services de police, mais tu as la même chose en France, au niveau des plaintes contre les policiers, parce que le citoyen s'est vu octroyer un certain nombre de droits, une reconnaissance comme étant un client, finalement. Je me dis, c'est dommage que ces députés européens qui certainement pensaient à leur prochain mandat n'ont pas pensé également à contrebalancer en rappelant un certain nombre d'obligations. Par exemple, avec des cours de citoyenneté, avec des cours de civisme, etc. On en a parlé, ils en ont parlé en Belgique encore il y a 2-3 ans d'ici, mais ça ne se met jamais en place. Ça ne se met jamais en place. Finalement, il est plus simple de donner quelque chose aux gens que leur demander de faire quelque chose ou de remplir un certain nombre d'obligations. Et donc aujourd'hui, on vit ça, mais après quasiment 25 ans. Donc c'est très compliqué. Donc on se retrouve dans une société où il y aurait de grands chamboulements à faire. Est-ce que nos politiques français, belges souhaitent le faire? Évidemment que non. Sans rentrer dans les détails, mais avec la société déjà que j'avais en Belgique, où on faisait de la consultance avec Charlotte Catadanti, on avait à un moment des mandataires politiques qui venaient. Charlotte, qui est ton épouse. Qui est mon épouse, oui. On avait des mandataires politiques. Je me souviens toujours d'une jeune députée, jeune par son mandat, qui a eu comme démarche de venir chez nous très rapidement après son élection, et qui me disait, voilà, ma seule préoccupation, c'est d'avoir un nouveau mandat dans 5 ans. Et donc, comment je vais faire? Comment est-ce que je vais devoir gérer mes équipes? Parce que ça, c'est mon CV, et grosso modo, je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Et finalement, elle savait qu'elle devrait à un moment se faire remarquer, parce qu'ils doivent poser des questions parlementaires, ils doivent mettre en place des projets, des choses comme cela, puisque les médias regardent ça aussi aujourd'hui, qui a fait autant de propositions, etc. Mais sa seule préoccupation, c'était de mener correctement sa barque pour pouvoir, j'ai envie de dire, avoir un nouveau mandat. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques sont malheureusement dans cette optique-là, puisqu'on fait des carrières de politique, ce qui est assez insensé, finalement. En plus, je ne savais pas que ça se transmettait parfois de père en fils ou en fille, etc. Il y a une forme d'hérédité maintenant dans le politique aussi, donc d'héritage. Donc c'est assez surprenant et c'est difficile effectivement d'obtenir parfois, j'ai envie de dire, une certaine confiance du public, puisque, sans rentrer dans les détails, j'ai un politique qui a été élu ici dans les Hautes-Pyrénées, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est venu avant. Je lui ai dit, vous allez être élu. Il m'a dit, oui, mais non, on verra. Non, non, je lui ai dit, vous serez élu, vous verrez. Il n'y croyait pas lui-même, un ancien adjoint de préfet, et il a été élu. Et je lui ai dit, mais faites attention, méfiez-vous. Et je lui ai donné plusieurs exemples. Je ne commettez pas les mêmes erreurs. Je dis, parce que voilà ce qui se passe quand on interpelle les gens. Enfin, ça fait de nombreuses années que je travaille avec les politiques. Il a refait exactement la même chose dès qu'il a été élu. Exactement la même chose. Et donc finalement, c'est difficile de faire confiance parfois dans certains élus politiques. Donc ils ne changeront pas ce genre de choses. Donc malheureusement, ça revient aux pouvoirs locaux, ça revient aux entreprises, aux gros groupes, de gérer parfois leurs difficultés. Alors, on parle d'agressivité, mais moi je parle souvent de gestion des risques. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cette casquette d'expert en sûreté, mais parfois je me considère plus comme un spécialiste en gestion des risques. Quelle différence tu fais? Parce que la sûreté concerne, donc, comme je disais tout à l'heure, la prévention des actes intentionnels. Oui. Voilà. La gestion d'un risque peut, à un moment, tu prends une décision compliquée pour une entreprise, une restructuration, une diminution de personnel, etc. D'accord. On va avoir d'autres types de risques. Ok. J'ai eu l'occasion de travailler pour un très gros groupe français qui a fermé une de ses filiales en Belgique et qui a restructuré complètement l'autre, ici, il y a quelques mois encore. En termes de gestion des risques, il y avait plein de choses dont ils ne se rendaient pas compte. Par exemple, quand on regarde le plan de continuité des activités, le business continuity plan, et quand on a un piquet bloquant à l'entrée de l'entreprise, on fonctionne comment par rapport à la production, par rapport aux attentes des clients, etc. Qu'est-ce qu'on fait, comment on gère les marchandises qui vont arriver, qui arrivent parfois de différents pays, qu'il va falloir stocker quelque part. Oui, voilà. Oui. Là, on n'est pas sur une problématique d'acte intentionnel, on est sur des risques qui sont coûteux,
souvent pour l'entreprise, et qu'il suffit simplement de pouvoir identifier pour les prévenir et déjà anticiper sur un certain nombre de solutions. Ici, ça a été de louer des entrepôts, de mettre en place du personnel sous accord de confidentialité qui n'avait rien à voir avec l'entreprise, etc. Enfin voilà, de gérer ce genre de risques. Il y a différents types de risques, finalement, qui ne sont pas liés à de la sûreté. C'est la sûreté. Mais après, quand on parle de restructuration, de licenciement collectif, ben, on peut avoir des situations où, effectivement, on doit aussi se préoccuper de mettre en place des protocoles. Il y a des personnes clés qui vont gérer un dossier de restructuration, mais ces personnes clés demandent parfois, effectivement, à ce qu'on mette en place des protocoles de sécurité, y compris jusqu'au domicile. Moi, j'ai dû rencontrer des membres de la famille de certaines personnes clés dans des dossiers, en leur expliquant que, voilà, on mettait en place un certain niveau de sécurité qui pourrait être upgradé, qui pourrait évoluer en fonction de l'actualité, de ce qui se passerait une fois l'annonce faite au personnel, aux représentants du personnel. Et puis surtout, quand on suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'à ce moment-là, il faut à un moment avoir des antennes qui fonctionnent dans toutes les directions. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, tout ça en termes de sûreté, de sécurité, c'est des thématiques qu'on veut nous aborder avec Prestige, lors des séminaires, lors des formations. Aujourd'hui, on veut vraiment booster cette information. Est-ce que tu penses que de ton point de vue, est-ce que tu penses que les entreprises sont réceptives à ça aujourd'hui, ou elles doivent l'être? On va dire ça comme ça. Alors, je l'ai dit en off tout à l'heure, il y a des gens intelligents qui sont à différentes fonctions dans des institutions publiques et dans des entreprises privées. Et puis, il y a malheureusement aussi tous ceux qui se croient intelligents. Avec cela, c'est difficile. Il faut une stratégie de communication, de sensibilisation. En fait, il faut, je pense parfois, mettre sous le nez de certaines personnes des réalités, de sorte à créer le besoin, qui n'apparaît pas immédiatement. Et aussi, je veux en partie les excuser parce qu'ils sont dans leurs préoccupations quotidiennes. Aussi. Voilà, et c'est une réalité. Avec peut-être aussi des pressions de groupes, de conseils d'administration, etc. Ou de cabinets ministériels, ça arrive aussi. Maintenant, on a une réalité, on le sait que parfois, on le dit même en termes d'accidentologie, il faudra un mort avant qu'on fasse quelque chose devant telle école, de mettre un ralentisseur, etc. Il y a encore, malheureusement, et des entreprises et des institutions qui fonctionnent comme celle-là. Donc je pense qu'il faut une communication assez large, parce que, puisque dans chaque entreprise et dans chaque institution, il y a différentes couleurs de personnalité, selon, et c'est ce que j'ai toujours fait, d'utiliser plusieurs axes de communication et d'information, on peut aller toucher telle ou telle personne dans une entreprise ou dans une institution, qui, à un moment, parlera à une autre personne, peut-être avec plus de responsabilités ou qui aurait des prérogatives, etc. Et on va pouvoir, j'ai envie de dire, aller sensibiliser des personnes. En tout cas, en 25 ans, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné, mais ça demande à la fois un peu d'énergie pour des organismes de formation, ou de consultance ou de coaching, et une stratégie en termes de communication, qui n'est pas toujours très, très simple, parce que on pense à un produit, mais c'est la manière de présenter le produit. Je vais donner un exemple. J'ai, tu le sais, eu l'occasion de créer, parce que j'aime bien les secteurs niches, j'ai créé donc des formations de chauffeurs de sécurité. Comment je suis arrivé à former des chauffeurs de sécurité et à être leader auprès d'institutions internationales. Qu'est-ce que tu entends, chauffeur de sécurité, c'est quoi exactement? C'est un chauffeur de sécurité VIP, c'est-à-dire que c'est une personne qui va conduire un chef d'entreprise, un mandataire politique, en excellence, donc un ambassadeur, un chef d'État, un membre de gouvernement, peu importe, un membre du clergé aussi, un membre d'état-major, et qui a une formation particulière, à la fois dans la qualité de la conduite, où la problématique principale reste la gestion de la force centrifuge, puisque les personnes sont assises à l'arrière, et on dit toujours oh, « mais je suis plus malade à l'arrière qu'à l'avant ». Non, si tu es malade en voiture, c'est parce que celui qui conduit ne gère pas la force centrifuge, tout simplement. Okay. Il y a du ballottage, il y a du tangage, etc. Et on n'adapte pas en fonction du client qui est au téléphone, qui lit, qui est sur son ordinateur ou qui éventuellement se fait une sieste flash. Donc vraiment, il y a des niveaux de conduite qui sont différents. Et qui peut également avoir l'information et la formation nécessaire et suffisante par rapport à la prévention
des actes d'agression de circulation. Il y a tout ce qui est agression de circulation. On parlait d'une queue de poisson, on parlait d'une tentative potentiellement de carjacking, de sackjacking, etc. Enfin, il y a différents types d'agressions de circulation. Et puis, il y a également tous les risques trottoirs. C'est-à-dire que, on le sait, il suffit de voir, hein, ils n'ont pas eu beaucoup de présidents qui ont été tués ou qui ont été victimes d'attentats, mais ça ne se passe jamais dans un déplacement ou au sein d'un bâtiment. C'est en extérieur. Et ces moments où on va sortir d'un véhicule pour se rendre dans un bâtiment, dans un endroit safe, stérile, eh bien ça reste un moment qui est généralement délicat. Donc, il faut aussi avoir une connaissance sur les différentes procédures à appliquer pour sécuriser le client entre la descente du véhicule ou la montée dans le véhicule. Voilà. Donc là, ils sont formés. Et je me souviens que pour une institution européenne, on m'avait demandé de faire une formation. On m'avait contacté, puisque effectivement j'ai créé ça bêtement, parce que je me suis occupé de chef de gouvernement en tant que garde du corps, et j'ai été confronté à des chauffeurs qui n'étaient pas formés. C'était une catastrophe. Je me suis retrouvé avec un chef de gouvernement dans ma voiture qui ne voulait plus aller dans la voiture de son chauffeur. Et là, je me suis dit, on a quelque chose à faire. Et dans la mesure où je suis peut-être opportuniste et que je réfléchis beaucoup, je me dis, comment peut-on faire quelque chose d'adapté? Ça n'a pas été très compliqué. Par contre, ça a effectivement fait tache d'huile et tant l'OTAN que des ambassades, World Economic Forum, tout le monde a voulu à un moment suivre nos formations. Et aujourd'hui encore, par l'intermédiaire d'un de mes associés, en tout cas d'un de mes collaborateurs en Belgique. Et en fait, on me demandait de faire une formation EcoDrive. Il était question de former plusieurs centaines de chauffeurs. Il y avait un gros marché public derrière. Je dis, écoutez, j'entends votre objectif, mais si vous me permettez, je dis, je vais amener ça différemment. Parce que aller expliquer à des chauffeurs qui ne conduisent pas leur voiture, qui ne remplissent pas le réservoir avec leur carte de crédit, hein, qui ne s'occupent pas de payer les entretiens, les pneumatiques, ça va être compliqué. Hein. Faites ça avec un chauffeur de bus, vous verrez ce que ça donne. Je dis ça parce que tous les marchés des chauffeurs de transport en commun, je les ai eus également en Belgique, donc sur les formations, gestion de conflits, etc. J'ai dit par contre, laissez-moi leur parler plutôt de sûreté. Aujourd'hui, ils vont devoir véhiculer des personnes qui sont des parlementaires européens. Et donc, si je leur parle d'une sensibilisation aux mesures de sûreté en termes de conduite, je vais leur dire, c'est pour toi que ça m'intéresse, que tu comprennes. Parce qu'à un moment, la manière de rouler, la manière de circuler, la manière d'aller à un moment anticiper sur des feux de circulation, sur des ralentissements de circulation, etc., fait qu'à un moment, ton véhicule doit toujours être en mouvement. Un minimum de mouvement, même quelques kilomètres. Donc ça demande fortement d'anticiper. Anticipation, ouais, tant qu'à faire, on ne va pas donner des coups de frein parce qu'il y a quand même quelqu'un là derrière, etc. Donc tu n'es pas juste un chauffeur de taxi, c'est pas parce que tu as un costume, une cravate que tu es subitement investi d'un savoir-faire en tant que chauffeur. Il y a un peu de technique derrière. Mais surtout, par rapport aux personnes que tu vas véhiculer et qui sont potentiellement générateurs, eux, de risques, ne jamais oublier que si je veux atteindre ton client, la première chose que je dois faire, c'est t'atteindre toi. Parce qu'il faut que j'arrête le véhicule. Il faut comment j'empêche ce véhicule de repartir. Donc c'est d'abord le chauffeur. Et puis le chauffeur, il lui arrivera ce qui lui arrivera, c'est pas grave. On verra si on a envie d'enlever le client, si on a envie de l'agresser, de l'entarter, etc. Par contre, le chauffeur fera partie des dommages collatéraux. Et là, ça leur a parlé. D'accord. Résultat des courses, j'ai pu venir avec toute une série de techniques qui sont finalement des techniques EcoDrive. La première fois que je suis arrivé à l'OTAN, ils m'ont présenté des Audi A6 3,7 litres essence. Et j'ai dit, ça consomme combien votre avion de chasse? Alors le responsable du Charleroi me disait, je pense qu'elle tourne à 22, 23 litres. Je dis, ok. Je dis, on va quand même essayer de les ramener à 13, 14 litres. Et finalement, après la première journée de formation, en travaillant exactement de la même manière avec les chauffeurs, on les a ramenés à 12 litres. Donc ils ont quasiment fait une économie de 50% de carburant sur leur véhicule. Mais ça sous-entendait derrière une économie sur les plaquettes, sur les pneumatiques, etc. Inévitablement. Voilà, parce que la technique était tout à fait différente. Et les chauffeurs ne le faisaient pas parce qu'ils se sentaient obligés, parce qu'ils avaient une formation, parce qu'ils avaient compris qu'à un moment, leur propre sécurité. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à introduire certains sujets dans des entreprises. C'est quand on arrive à faire prendre conscience à certaines personnes qui sont dans certaines fonctions que finalement, ils encourent eux-mêmes un certain nombre de risques. Tu les mets au centre de la problématique. Je les mets au centre de la problématique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à déclencher des demandes et que les gens aussi arrivent à comprendre qu'on doit travailler sur quelque chose de
de spécialiser, hein, de spécifique. À un moment, on ne peut pas faire des choses qui sont généralistes parce que, voilà, comme je dis, des organismes de formation, c'est par centaines et davantage où on a des catalogues magnifiques de formation. Si on ne ressort pas avec... Pour avoir moi-même suivi pas mal de formations, je me disais toujours, il faut moi que je ressorte avec quelque chose de cette journée. Ne fût-ce qu'un petit outil, quelque chose qui restera à un moment... voilà, qu'il y ait une plus-value. Qu'il y ait une plus-value, voilà. Même si c'est un petit détail, un outil que je pourrais utiliser, etc., épisodiquement, il faut quelque chose. Et il m'est arrivé souvent de sortir de formation en étant un peu frustré de dire, oui, ok, beaucoup de belles généralités avec des redondances qui étaient intéressantes, mais il manquait quelque chose. Et je me suis toujours refusé de me dire à un moment, je vais chanter une messe similaire à celle-là, voilà, j'ai besoin que les gens sortent. Et aujourd'hui, quand je vois des entreprises ou des institutions qui me rappellent parfois des années après, parce qu'il y a eu tel collaborateur qui a pu monter. Alors j'ai eu le cas dernièrement avec un collaborateur qui est au départ, j'ai envie de dire, dans les premiers échelons d'entreprise. Aujourd'hui, il est devenu manager et il se souvenait de formations qu'il avait suivies avec moi. Il doit y avoir 7-8 ans d'ici. Et donc, il a réussi, alors que j'ai plus la société en Belgique, à retrouver Internet, etc., à me demander pour des modules, parce qu'il voulait des choses spécifiques. Ils ont droit, par exemple, en Belgique, dans son secteur, à des formations qui sont prises en charge par l'État, etc. Ça ne l'intéresse pas. D'accord. Voilà. Ils se disaient, OK, on va débourser un peu d'argent, mais parce qu'on sait ce qu'on va avoir derrière. Donc, je pense que la manière d'aborder les choses, je pense que l'originalité est payante, finalement. Parce que, se démarquer. Oui, tout à fait. Justement, par rapport à ce que tu disais sur l'originalité, et puis même comment tu formais, il y a un article dans le journal belge Le Soir, donc c'était en 2015, donc qui paraît juste après les attentats du Bataclan, sur la thématique comment réagir face à un attentat. Et là, dans cet article-là, tu donnes des conseils pratiques quand on se trouve dans une telle situation. Tu écris même, dans une situation d'urgence, il faut garder un peu de self-control. Est-ce que tu penses que tout un chacun, on est en capacité, dans des situations de stress, et même de haut stress, de fort stress, est-ce qu'on peut garder quand même du self-control? Est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'il y a des outils pour ça? Alors, ça se travaille. Alors, c'est vrai que j'ai été pas mal sollicité à cette période des attentats et après les attentats notamment. On a fait pas mal de reportages aussi dans des entreprises et dans des institutions, puisque même certains médias, connaissant mes capacités, m'ont demandé à pouvoir même, sous forme de caméra cachée, montrer comment on pouvait s'infiltrer dans certains lieux, parce qu'il y a de grosses failles. Et ça a permis de nouveau de déclencher des choses dans certaines institutions. Donc je n'ai pas accepté de le faire sous cette forme-là. J'aurais proposé un modèle de reportage qui a davantage à la fois convaincu les journalistes et qui n'a pas choqué. Je ne voulais pas à un moment surenchérir sur la peur qui était déjà à un moment celle du public et même de travailleurs dans des entreprises ou des institutions. Alors, il existe la fameuse règle des 3 F. C'est-à-dire que face à une situation d'inconfort, d'insécurité, on réagit selon... Alors, les 3 F, c'est le flight, donc la fuite, le fight, ou le freeze, c'est se tétaniser. Oui. Et en fait, ce sont des réponses instinctives qui émanent de notre cerveau reptilien. Donc voilà, c'est comme ça, je veux dire, à un moment où on est coloré, un de ces 3 F. Et donc c'est, j'ai envie de dire, toujours quand j'essaie d'expliquer ça, je dis, vous imaginez monsieur qui rentre dans la cuisine en catimini, qui arrive derrière madame en train de remplir le lave-vaisselle, et qui vient la surprendre. Soit elle aura comme une tentative de fuite, le flight, soit il va prendre une gifle, ça c'est le fight, soit à un moment, elle lâche la vaisselle qu'elle a en main, elle casse les verres, c'est le freeze. Voilà. Et on a tous une première réaction qui est celle-là. Il faut l'accepter. Enfin, je veux dire, à un moment, en tant que formateur, il faut l'accepter. Je ne l'acceptais pas quand j'étais un jeune formateur encore imprégné de mes connotations militaires, judiciaires, etc. Et je pense que j'ai parfois enseigné des bêtises, puisque j'ai commencé à enseigner au service de police, j'avais 23 ans, donc c'était très jeune. Je pense que j'ai parfois dû dire des bêtises parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte qu'il était impossible d'aller contre une de ces 3 réponses
instinctif. Par contre, il est possible de se reprendre, et donc à partir du moment où on a conscience qu'on est plus connoté par un de ces 3 F, c'est de reprendre un self-control, c'est-à-dire que les 5 premières secondes, 3-5 premières secondes, elles sont perdues. J'ai eu ça dernièrement, et j'avais avec des officiers de police judiciaire, un qui me dit, mais oui, j'ai eu cette réaction-là, j'ai voulu partir, et il me dit à un moment, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, tu ne peux pas partir, en plus c'est officier de police judiciaire, et voilà. Et il me dit, je me suis rendu compte, tu as raison, ma première réaction c'était la fuite. Et j'avais tendance à dire qu'à une époque, le flight, la manière de répondre, à un moment, par le combat, alors différentes manières de combattre, hein. Je pense parfois à des actes, comment dire, quand on a des dames qui peuvent être par exemple victimes de délinquants sexuels et qui doivent à un moment avoir le courage de franchir la porte d'un commissariat de police pour aller déposer plainte devant l'agent 212 qui va quelque part la regarder avec des yeux jugeants, hein, s'imaginant que c'est parce qu'elle est habillée comme ça qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Je disais parfois, quand, et avec des policiers qui ne comprennent pas pourquoi elle n'a pas crié, elle n'a pas tenté de fuir, mais parce que dans son mode de réaction, quand elle avait un couteau sous la gorge, et qu'elle a un auteur qui lui disait « si tu cries, je tranche la gorge », la seule manière de survivre encore, hein, se battre pour survivre, était un moment d'obtempérer. Ah oui. D'obtempérer, et peut-être qu'elle a eu certainement comme deuxième réaction de fuir dans sa tête. Mais ça, c'est une deuxième réaction. On voit par exemple dans le milieu naturel différents animaux qui ont des modes de réaction, de protection, des instincts de survie qui sont à un moment liés ou à la fuite. C'est pour ça qu'on a des animaux qui sont capables de courir très très vite, d'autres qui sont capables d'avoir des changements de couleur, etc., qui sont plutôt dans le freeze pour passer inaperçus. Et aujourd'hui, quand on regarde parfois dans des actes terroristes, puisque de nouveau les terroristes, soit on a des terroristes qui rentrent et qui tirent sur les gens, voilà comme ça s'est passé au Bataclan, qui demandent certains types de réactions qui ne sont pas les mêmes que quand on a une explosion quelque part, où on va confiner, où on va éventuellement évacuer tous azimuts, les modes de réaction ne sont pas les mêmes. Mais quand on regarde les tutos qui sont sortis après ça, on disait à un moment effectivement fuir, se figer, se cacher, etc., voire parfois réagir, parce qu'aujourd'hui on dit, mais à un moment, il faut peut-être dire aussi aux gens, réagissez quand vous en avez la possibilité, parce que quand vous avez même, à une époque on a dit oui, faites un petit peu le mort, etc., ben non, parce que quand ils viennent à un moment regarder et tirer sur des gens au sol qui sont éventuellement décédés ou pas décédés ou qui font semblant, ils le savent aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, l'inconvénient d'une communication en matière de prévention par rapport à des actes d'agression intentionnelle, etc., c'est qu'on en fait une communication. Ah oui, c'est qu'il y a même comment dire, donc des petits flashs à la télévision. Alors quand c'est sur les inondations, ça c'est moins grave, etc. Mais quand on dit aux gens faites ceci, faites cela, ils ont la télévision comme tout le monde. Ils le savent aussi. Ils ont la télévision et ils sont souvent beaucoup mieux informés. En tout cas, ils ont une longueur d'avance. Moi, je me suis rendu compte de ça déjà à la police judiciaire, à une époque où on avait un problème avec les téléphones prépayés qu'on ne savait pas à un moment localiser, etc. Et c'était très compliqué. Et ils ont toujours une longueur d'avance. Ils ont une longueur d'avance sur l'armement. Enfin voilà, c'est toujours comme ça, avec des moyens. Et c'est logique. Quand on est dans une phase de résolution criminelle, on peut mettre des moyens énormes pour un objectif XY, parce qu'on sait que la rentabilité va être juste énorme, et donc on se donne les moyens. Et donc du coup, les moyens qui sont mis en place sont souvent bien plus importants que ceux des services publics. Donc ça, c'est une réalité. Et donc ces 3 F, pour moi, sont effectivement à prendre en ligne de compte, et du coup, effectivement, avoir les techniques pour permettre aux personnes derrière de reprendre du self-control. À un moment, voilà, c'est comme ça, mais savoir, avoir été sensibilisé, être capable de se reconnaître et s'identifier comme étant « Ah, je suis plus coloré avec tel F, mais je peux reprendre en main ma destinée, le contrôle de ce que je fais », ça demande de nouveau de l'information. Sinon, on a beaucoup de réactions comme celle-là qui sont instinctives, intuitives, ancrées, voilà. Et oui, et encore quand je dis entre l'inné et l'acquis, et encore, voilà, on pourra encore discuter là-dessus aussi. Oui, mais les gens ignorent eux-mêmes qu'ils fonctionnent comme ça. Tout à fait. Ils ignorent ces modes de fonctionnement-là, et donc il faut au moins leur expliquer, vous savez, vous pourriez avoir tel type de réaction, et c'est pas grave finalement. Parce qu'aujourd'hui, moi je me rends compte que
fuir n'est pas toujours la bonne solution, se battre n'est pas toujours la bonne solution, et il y a différentes manières de se battre. Je veux dire, à un moment, quand un patron vous passe un savon, si c'est juste, c'est inconfortable, c'est insécurisant parfois. Mais c'est justifié peut-être. Voilà. S'avancer vers lui, il y a toute une série de postures qui permettent de voir aussi, et ça, ce sont des choses qu'on donne aux managers, par exemple, parce qu'on est obligé de faire des points, des one-to-one avec certains collaborateurs, et moi, je les informe, je vais dire, attention, vous allez voir, s'ils réagissent comme ça, alors vous avez provoqué ça. Donc, est-ce que vous êtes content d'être dans cette direction-là? Ça vous convient ou pas? Sinon, il va falloir revenir, il va falloir le ramener vers vous et repartir dans une autre direction. Et là, de nouveau, en fait, bêtement, dans cette communication-là, les 3 F sont tout le temps présents. Parce que le fait d'avoir une mise au point avec un N+1, par exemple, c'est une situation d'inconfort. Donc les 3 F vont ressortir inévitablement, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit sur une situation simple dans une entreprise, comme tu dis, N+1, N-1, etc., ou que ce soit dans des situations d'inconfort ou de sûreté, etc., à un moment donné, il faut avoir cette formation ou cette information. Donc cette utilité de se former pour se gérer soi-même, parce qu'en fait tu parles de gestion de soi-même, sauf sur les quelques premières secondes, c'est quelque chose aujourd'hui qui devient même primordial, qui devient obligatoire. Ah, de toute façon, là, on est très simplement dans la communication, dans l'interrelation. C'est ça. Et donc, à un moment, c'est notre quotidienneté. Donc, c'est dommage parce que, effectivement, on a des cursus scolaires déjà en primaire, etc., où je me dis, il nous manque tellement de choses, tellement de choses. On nous apprend des choses extraordinaires, parfois dont on fera peu usage en grandissant. Et il y a des fondamentaux comme cela. Je pense même simplement à des techniques de communication. Je dis bêtement, arriver à faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui passent simplement par le non-verbal. Tout ne passe pas par les mots, malheureusement. Et là, je pense que l'interview de Charlotte Catananti aura aussi amené quelques lumières là-dessus. Donc, je pense qu'il y a effectivement des choses qu'il faut clarifier, parfois expliquer à des gens qui n'en ont même jamais entendu parler. Moi, j'ai donné pas mal de formations où j'ai abordé ces sujets-là, et je me rends compte finalement que des choses qui moi, m'appartiennent réellement et avec lesquelles je fonctionne au quotidien, sont parfois complètement méconnues du public. Alors, on parle des relations de travail, mais même à un moment, quand on est amené à recevoir du public, des vendeurs en magasin, etc., pour gérer des clients, j'ai envie de dire, je pense que même dans certaines techniques commerciales, on n'est pas assez attentif à ces outils. C'est-à-dire qu'à un moment, même pour certains commerciaux, il ne faut pas grand-chose. Je veux dire, à un moment, on ne va pas faire beaucoup de tralala. Il y a tout un tas on ne va pas créer une fantasmagorie dans l'esprit des gens aujourd'hui avec cette interview. Non, il y a juste des choses basiques qui parfois, même des gens en une journée, on peut faire un excellent boulot où les gens vont sortir avec plein d'outils. Voilà, il faut aussi mesurer pour ne pas glisser une tête trop pleine, mais il y a beaucoup de choses déjà en 1 ou 2 journées qu'on fait passer. Après, on adapte en fonction de nouveau du public cible. Ça, je pense que c'est fondamental. Et c'est ce qu'on va s'attacher à faire avec Prestige. Stani, merci beaucoup. Merci pour ce moment très intéressant, très enrichissant. Et puis, écoute, à très bientôt. À très bientôt, alors, certainement, sur des modules de formation. Nous sommes arrivés au terme de cette interview. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!